Que s'est-il passé au Venezuela? Pour la première fois, on voit l'administration américaine, l'administration Trump, sans diffuser le moindre discours sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression, tout cela. Ils disent « Nous nous occupons du pétrole du Venezuela, nous allons y aller ». Et ils ont enlevé le président du Venezuela. Il est actuellement aux États-Unis, faisant face à de nombreuses accusations de la part de l'administration Trump. Mais quand on regarde ce qui se passe, quelle est votre compréhension de la situation et des réactions? Quelle est la réponse des autres pays? Hier, la Russie et la Chine ont condamné ce qui s'est passé compte tenu du cas du Venezuela. Mais en observant l'ensemble de la situation et la manière dont l'administration Trump parle du Venezuela, quel est votre point de vue? C'est très difficile à dire. Je suis en contact avec mes amis vénézuéliens, comme vous le savez, et je suis sûr que vous avez vos propres contacts. Ils ont tous leurs propres opinions. Il n'y a pas, disons, une seule opinion sur laquelle ils soient tous d'accord. Personnellement, je pense que Trump, en ayant créé cette armada, s'est placé dans une situation où il n'avait d'autre choix que d'escalader. Et il l'a fait. Maintenant, certains pensent qu'il y a eu une sorte de complot, que les dirigeants du Venezuela se sont entendus pour faire destituer le président et ont conclu un accord avec les États-Unis. J'ai du mal à le croire, car nous avons également vu le fils du président Maduro prononcer un discours devant la foule, protestant contre l'enlèvement du président Maduro. Il s'est montré très favorable à l'État et à ses institutions. Je pense donc que le simple fait qu'il ait fait cette déclaration est en soi significatif. C'était un discours très émouvant. Bien sûr, je ne comprends pas l'espagnol, mais j'ai lu la traduction et c'était un discours très émouvant. On pouvait sentir à son ton qu'il était très touché. Mais s'il avait eu le sentiment qu'il existait un complot contre sa famille, ses deux parents, enfin, son père et sa belle-mère, alors je pense que sa réaction aurait été très différente. C'est une chose. Mais que des personnes de rang intermédiaire trahissent ou transmettent des informations aux États-Unis, je trouve ça tout à fait plausible. En fait, avec les nouvelles technologies, une grande partie des informations qu'ils recueillent ne nécessite même plus de présence sur le terrain. Et pendant la guerre contre le Hezbollah, ou pendant la guerre contre l'Iran, la plupart des informations qu'ils possédaient provenaient des nouvelles technologies et de leur utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui les a beaucoup aidés. Et c'est pourquoi, par exemple, la politique en Iran et au sein du Hezbollah a changé concernant la manière dont les individus et les familles utilisent la technologie. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait eu un complot dans lequel la direction du Venezuela aurait trahi Maduro. Je ne le vois tout simplement pas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne le vois pas ainsi. Les Américains, bien sûr, vont continuer à faire pression sur les États pour obtenir davantage de concessions. Et nous devrons voir ce qu'il en résulte. Y aura-t-il une forme de compromis ou Trump agira-t-il d'une manière telle que les négociations n'aboutiront à rien, entraînant une nouvelle escalade, ou bien le statu quo sera-t-il maintenu? Cela reste à voir. Mais je pense que nous devrions être très prudents quant à la diffusion d'informations ou de théories du complot qui créent des divisions parmi les Vénézuéliens ordinaires ou qui sèment la confusion. Parce que si j'étais, Dieu m'en garde, du côté du régime américain, du régime israélien et des services de renseignement occidentaux, je chercherais à provoquer la peur, l'insécurité et la division. J'imagine donc qu'ils seraient les premiers à promouvoir, que ce soit par leurs médias ou par des personnes proches d'eux sur le terrain, une sorte de théorie du complot affirmant que les dirigeants actuels du Venezuela ont trahi le président Maduro. Voilà une chose. Maintenant, je suis Nima. Je ne vois pas Nima.
Donc je ne sais pas si j'ai été déconnecté ou si c'est vous qui l'avez été. I don't know if I was disconnected or you were disconnected. I see you, Professor Marandi. Okay. Je vous vois, professeur Marandi. Très bien, c'est une chose. Où cela mène-t-il, à mon avis? Je pense que sauf si les Américains sont, disons, prêts à être réalistes et à faire des compromis, il y aura une impasse. Parce qu'en ce moment, l'État vénézuélien est uni et le peuple est en colère. Mes amis au Venezuela, qui viennent d'horizons politiques différents, disent que le président Maduro est aujourd'hui plus populaire qu'il ne l'a jamais été. C'est à cause de ce qui lui est arrivé, mais aussi de la manière dont il s'est comporté lorsqu'il a été arrêté. Il a fait preuve de beaucoup de dignité, il semblait de bonne humeur, et cela fait de lui une personne plus forte. Ainsi, les gens dans la rue auront des attentes. Ils voudront que le gouvernement reste résilient face aux États-Unis. Je pense donc que les négociations vont être très difficiles, car le gouvernement vénézuélien observera le peuple et sa position sur tout cela. Et le gouvernement américain, s'il veut intensifier la situation, que va-t-il faire? Je veux dire, ils ont déjà menacé la présidente élue de mort, puisque Trump a lui-même déclaré qu'il pourrait arriver quelque chose de pire à la présidente élue qu'à Maduro. La seule chose pire que ce qui est arrivé au président Maduro serait un meurtre. Il l'a donc essentiellement menacé de la tuer. Mais s'il le fait, je ne pense pas que cela se terminera bien pour les États-Unis. Cela ne fera qu'engendrer une plus grande indignation, non seulement au Venezuela, mais dans toute l'Amérique latine et dans le monde entier. Le prix que les États-Unis devront payer sera très élevé. Une escalade est donc possible, mais elle serait coûteuse pour les Américains. Y aura-t-il une forme de compromis? Cela reste à voir. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut garder à l'esprit que tout est normal au Venezuela. En d'autres termes, les institutions de l'État fonctionnent toutes. Le président, la vice-présidente et le président par intérim disposent tous de l'autorité présidentielle jusqu'au retour du président Maduro. Les forces armées, tout est comme il y a une semaine. Il n'y a ni vide ni absence d'autorité. Les institutions de l'État et la Constitution fonctionnent toutes dans des conditions normales. L'une des plus grandes préoccupations des populations d'Amérique latine est que lorsqu'elles comparent ce qui se passe au Venezuela à ce qui s'est produit au Moyen-Orient, en Asie occidentale, avec les cas de l'Irak, de l'Afghanistan, voire de la Libye, et plus récemment de la Syrie, elles constatent comment ce type d'action des États-Unis pourrait semer le chaos dans la région, dans toute la région. Et vous savez comment les guerres ont influencé la sécurité de l'Iran en Asie occidentale. Comment percevez-vous ce sentiment parmi les habitants du Brésil et d'autres pays d'Amérique latine qui s'inquiètent de ce genre de comportement dangereux de la part des États-Unis? Eh bien, je ne pense pas que les États-Unis. Je pense qu'il y a une grande différence entre l'Amérique latine et notre région. Les États-Unis ne se soucient pas de l'instabilité dans notre région. Le flux de réfugiés ira vers l'Europe, pas vers les États-Unis. Et les États-Unis ne sont pas très préoccupés par l'Europe, comme on le voit en ce moment, surtout sous Trump. Donc s'il y a des sanctions contre l'Iran et que la vie devient plus difficile, les gens veulent partir. Où vont-ils? Ils vont en Europe. Si l'Afghanistan se retrouve sans gouvernement, où vont les gens? Ils vont en Europe. C'est la même chose pour la Syrie. La Syrie est en train d'être balkanisée. Le pays est en très mauvais état. Où vont les gens? Ils se dirigent vers l'Europe. Mais les États-Unis ne subissent pas les conséquences. C'est pour les Européens, pas pour les Américains. Et c'est ce que veut Israël. Le régime israélien souhaite une région fragmentée, une région brisée, afin de pouvoir régner sans partage. Et c'est bien sûr l'une des erreurs insensées qu'Erdogan a commises. Les Qataris en particulier, ainsi que d'autres dans la région du Golfe Persique,
ont soutenu la sale guerre en Syrie. Mais ces deux pays ont joué un rôle central dans la promotion de l'État islamique et d'Al-Qaïda aux côtés des Américains. Et maintenant, ils ont une Syrie balkanisée. Ils ont créé une Syrie balkanisée. Et il n'y a plus rien entre eux. Eh bien, Erdogan n'a plus rien entre lui et le régime israélien. Ainsi, le régime israélien aimerait voir toute la région éclater en morceaux. Mais en Amérique latine, je pense, et c'est essentiellement mon opinion personnelle, je ne dis pas qu'elle soit forcément juste, que les Américains craindraient la balkanisation de l'Amérique latine, ou l'affaiblissement des autorités centrales au Mexique, en Colombie et ailleurs. Parce que si cela se produit, où iraient les réfugiés? Où iraient les personnes qui ont perdu leur emploi? Où vont les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins? Elles vont vers le nord, elles vont aux États-Unis. Et cela va créer une autre crise, car le principal slogan de Trump a été d'empêcher ces immigrés et réfugiés d'entrer aux États-Unis. Mais si le nombre de personnes souhaitant fuir leur pays pour une raison ou une autre augmente fortement, cela deviendra un grand problème pour les États-Unis. Je pense donc que le gouvernement américain est probablement plus prudent en matière de guerre sale, de mort et de destruction en Amérique latine que dans l'Asie de l'Ouest et l'Afrique du Nord, car il se soucie davantage de ses propres intérêts et beaucoup moins de ceux des Européens. Mais ce n'est là que de la spéculation de ma part. Mais nous savons que l'objectif principal est le changement de régime dans ces pays. En gros, ils en parlent à Cuba et en Colombie. Le Venezuela est déjà en train de vivre ce processus. Quelle a été l'expérience en Irak et en Afghanistan après 20 ans? Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, imaginons qu'il y ait un changement de régime à Cuba. Les partisans du gouvernement actuel à Cuba accepteront-ils ce changement de régime? Je ne le pense pas. Les partisans du président Maduro au Venezuela l'accepteront-ils? Accepteront-ils un changement de régime soutenu par les États-Unis, en Colombie ou au Mexique? Je ne le pense pas. Je pense que ce qui se passera, c'est qu'il y aura une guerre civile ou une insurrection contre le régime nommé par les États-Unis, et cela mènera à une crise dans toute l'Amérique latine. Il faut garder à l'esprit que le grand nombre de réfugiés qui ont voyagé vers les États-Unis au cours des dernières décennies viennent pour la plupart d'Amérique latine. Et c'est en partie, je veux dire, dans une large mesure, le résultat d'années de soutien des États-Unis à des régimes autoritaires qui ont été très violents envers leur propre population et envers la gauche politique et en fin de compte, la gauche militaire. Ainsi, lorsque des pays sont déchirés à cause de la politique étrangère américaine, les gens se déplacent. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les populations quittent l'Amérique latine pour les États-Unis depuis des décennies. Intensifier cela aujourd'hui avec des guerres de changement de régime, je pense que cela aggraverait la crise des réfugiés bien plus qu'auparavant. Mais les États-Unis ne sont pas non plus un acteur très rationnel, et Trump est une personne qui change souvent de position. Il change d'avis tout le temps, et ce n'est pas une personne raisonnable. Un jour, il dit une chose, le lendemain, il dit quelque chose de complètement différent. Lui peut-être, enfin l'establishment politique américain, ils prennent sans cesse des décisions irrationnelles. Donc, d'après ce que je comprends, s'ils adoptaient une position rationnelle, ils ne chercheraient pas à provoquer un changement de régime. Mais encore une fois, c'est les États-Unis. Avec toutes ces guerres, nous savions dès le début, quand ils ont envahi l'Irak, que cela finirait ainsi. Je pense que nous le savions tous. Même chose d'ailleurs en Irak. Ils disaient que ce serait facile et que le pétrole paierait l'occupation. Mais au final, ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars.
Pas des centaines de milliards, pas seulement 1 millier de milliards. Not a trillion dollars. A trillion dollars. They spent trillions of dollars in Iraq. So Ils ont dépensé des milliers de milliards de dollars en Irak. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons connu la crise économique de 2008 et 2009. Je veux dire, les politiques néolibérales et tout cela ont joué un grand rôle. Mais les milliers de milliards de dollars gaspillés en Irak et en Afghanistan ont contribué de manière significative à la crise. Si l'on regarde l'Irak, qui est un pays très riche en pétrole, les États-Unis y ont perdu gros. Et les parallèles avec le Venezuela sont assez frappants. Trump a dit la même chose. Tout se paiera tout seul. Nous gagnerons de l'argent grâce au pétrole. Et certaines personnes ont d'ailleurs dit ces derniers jours, de bons amis, d'excellents analystes meilleurs que moi, que ce que Trump veut faire au Venezuela, c'est prendre le pétrole d'Asie occidentale, c'est-à-dire de l'Iran. As the full reset strategies permet Mary Priban. that they will be able to use that oil to keep oil prices down. But I find that very difficult to. Mais je trouve cela très difficile à accepter. Tout d'abord, le Venezuela exporte très peu de pétrole, relativement parlant. S'il y a, disons, une guerre dans la région du Golfe Persique et que tout le pétrole d'Asie occidentale et du Caucase cesse d'être exporté, ce que le Venezuela exporte n'est rien en comparaison. Les exportations de pétrole et de gaz. Les États-Unis auraient donc besoin de plusieurs années, de nombreuses années, pour augmenter leur production à des niveaux très élevés. Et même alors, cela ne se comparerait toujours pas au Golfe Persique. Ensuite, il y a la question du type de pétrole que possède le Venezuela. C'est un pétrole très très lourd. Et bien que je ne connaisse pas grand-chose au pétrole, différentes raffineries utilisent différents types de brut. Different refineries use different types of oil. You cannot just replace this oil with that oil. On ne peut pas simplement remplacer un type de pétrole par un autre. Par exemple, l'Iran produit du pétrole brut léger, mais la majeure partie de son pétrole est en réalité du brut lourd. Les raffineries qui utilisent du brut léger, que ce soit en Iran ou à l'étranger, ne peuvent pas traiter du brut lourd. Ce brut léger ne peut donc pas être simplement échangé contre du brut lourd. Ainsi, le pétrole vénézuélien ne peut pas être utilisé dans les raffineries qui fonctionnent avec du pétrole iranien. Et il ne peut pas non plus être utilisé dans celles qui utilisent du pétrole saoudien ou irakien. Je ne comprends donc pas vraiment comment cet argument pourrait tenir. Je ne vois pas comment le pétrole vénézuélien pourrait aider à résoudre une crise énergétique venant d'Asie occidentale. Je ne vois tout simplement pas cela se produire. Je ressens la même chose, car le Venezuela est soumis à de lourdes sanctions depuis très longtemps. Les infrastructures ne sont tout simplement pas prêtes à produire autant de pétrole pour l'injecter sur le marché mondial. Mais en ce qui concerne, eh bien, je ne sais pas si tu as entendu. Il a dit, regardez ce que nous avons fait dans le cas du Venezuela. Nous y sommes allés et nous avons enlevé le président du Venezuela. C'est une victoire totale de notre part. Mais regarde ce que fait la Russie. Après 4 ans, ils ne font rien dans le cas de l'Ukraine. Ce sont 2 états d'esprit différents. La mentalité russe, la façon dont ils perçoivent le conflit en Ukraine, et la manière dont Donald Trump voit le Venezuela. Comment vois-tu cela? Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose, car je ne peux pas vous voir. Donc je pense que je vais devoir attendre votre retour. Juste pour répondre à ce que vous disiez, désolé, je vous ai perdu un instant. Je voulais aussi ajouter quelque chose. Nous devons également prendre en compte que les États-Unis ont une immense armada au large des côtes du Venezuela. Et comme ils sont en train de négocier, qui sait combien de temps cela prendra ou quel en sera le résultat. Ils ne peuvent pas retirer cette armada et l'envoyer en Asie de l'Ouest pour aider les Israéliens à lancer une nouvelle attaque contre l'Iran. Pourquoi?
parce qu'alors l'emprise sur le Venezuela s'effondrerait. Donc si les Américains retirent l'armada et se dirigent vers l'Iran ou vers Israël, le régime israélien, ils ne pourront plus maintenir le type de pression qu'ils exercent actuellement sur le Venezuela. C'est donc un autre problème. La seule chose qui pourrait aider les États-Unis dans tout cela, c'est que Trump puisse dire que c'est une grande victoire. Et alors les gens au sein de l'establishment politique américain diraient « C'est très simple, nous pouvons faire la même chose avec l'Iran ». Ce qui est bien sûr une conclusion insensée, car l'Iran est très différent du Venezuela, et l'Iran est infiniment plus puissant, comme nous l'avons vu pendant la guerre de 12 jours. Et le Venezuela n'a pas de tradition de combat, ni de capacité offensive ou défensive décente. La force du Venezuela, comme nous l'avons déjà évoqué, réside dans son potentiel d'insurrection. Ils sont bien mieux équipés, disons, que les Irakiens, car le sud et le centre de l'Irak sont plats, et une grande partie de cette région est désertique. Mais le Venezuela est montagneux, couvert de forêts et par endroits de jungle. Une insurrection y aurait donc un véritable avantage. Même si les États-Unis déploient des troupes sur le terrain et que leurs investisseurs arrivent, en cas d'insurrection, ils peuvent empêcher les investisseurs de faire quoi que ce soit, ou du moins ralentir le processus. La guerre en Ukraine est totalement différente de ce à quoi vous faisiez allusion. Totalement différente du Venezuela. Parce que les Russes, tout d'abord, ce n'est pas une guerre. Ils sont arrivés, ont tué environ 80 personnes, ont commis un massacre parmi les gardes du président Maduro, puis l'ont extrait et enlevé. Mais il n'y a pas eu de guerre. Comme je l'ai dit, l'État est toujours bien en place. There hasn't been a war. As I said, the state is very much in place. Everything is intact. Tout est intact. Quelques installations de défense aérienne ont été touchées, mais elles n'ont jamais vraiment représenté une menace sérieuse pour les États-Unis. Comparée à l'armada que les États-Unis avaient mise en place, elles n'auraient pas été capables de riposter dans ce sens. Et même les défenses aériennes vénézuéliennes sont bien plus faibles que celles de l'Iran. Et ce ne sont pas les défenses aériennes de l'Iran qui lui ont apporté la victoire. Ce sont les capacités offensives de l'Iran, en particulier ses capacités en matière de missiles, qui ont mis les États-Unis et le régime israélien en difficulté, les poussant à rechercher un cessez-le-feu. Mais en Ukraine, les Russes peuvent avancer beaucoup plus rapidement. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont un énorme avantage en artillerie, un énorme avantage en puissance aérienne et un énorme avantage dans leur capacité de drone. Ils peuvent user les Ukrainiens et le temps joue en leur faveur. Les pertes russes sont bien moindres que les pertes ukrainiennes. Et les Russes disposent d'une armée bien plus importante, ce qui leur permet d'avancer. Ils peuvent détruire les troupes, affaiblir les capacités de défense, puis progresser lentement. C'est un type de guerre très différent, celui que les Russes mènent réellement. Ils veulent gagner la guerre, mais sans subir de lourdes pertes. Les Américains ne mènent même pas encore de guerre au Venezuela. Chaque fois que les Américains interviennent pour prendre le contrôle et déployer des troupes sur le terrain, on pourrait d'une certaine manière comparer le Venezuela à l'Ukraine. Mais même dans ce cas, il s'agirait d'un type d'occupation très différent. Souvenez-vous, ce qui a vaincu les États-Unis en Afghanistan et en Irak, ce n'est pas le nombre de pertes humaines. Le nombre de pertes subies par les États-Unis au Vietnam était bien plus élevé que celui enregistré en Irak et en Afghanistan réunis. Mais le coût d'une occupation militaire américaine aujourd'hui, en raison des nouvelles technologies et de l'équipement, est bien plus élevé. Et les guerres actuelles sont beaucoup plus coûteuses.